Bonjour, je suis Antoine Denet, chef de clinique du service d'insuffisance cardiaque avancée et de transplantation cardiaque à Rangueil, dirigé par le professeur Galinier. On m'a chargé de vous créer ce diaporama sonorisé sur l'OAP, œdème aigu du poumon cardiogénique. Donc le plan de cette présentation va suivre un plan classique de définition, diagnostic et traitement. Tout d'abord, dans les définitions, il faut bien définir l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, qu'est-ce que c'est? C'est l'inefficacité de la fonction pompe du cœur, de sa fonction essentielle qui est de pomper le sang. Donc, lorsque cette pompe est déficiente, cela se traduit au niveau de l'organisme par une augmentation des pressions dans le cœur, puisque le cœur ne peut plus pomper, et surtout une diminution de la perfusion de l'organisme. Cette insuffisance cardiaque peut s'exprimer de deux façons. Soit une insuffisance cardiaque qu'on appelle compensée par adaptation de l'organisme ou grâce à des médicaments, soit cette insuffisance cardiaque peut s'exprimer par la forme décompensée, avec des symptômes qui vont être en lien avec l'augmentation de ces pressions intracardiaques. L'insuffisance cardiaque compensée, comme je vous l'ai dit, c'est une inefficacité de la pompe qui, normalement, se traduit par une augmentation des pressions de remplissage, mais par des mécanismes d'adaptation de l'organisme ou par les traitements, par exemple les diurétiques, il ne va pas y avoir de retentissement sur l'organisme. Les pressions, à la fois en amont et en aval, vont être dans quasi les normes, grâce aux thérapeutiques. Concernant l'insuffisance cardiaque décompensée, l'augmentation des pressions peut être progressive et s'exprimer de façon à bas bruit. Donc là, on a une expression chronique. Et en aigu, c'est lorsqu'on va avoir une augmentation brutale des pressions en amont du compartiment défectueux. Je m'explique. Lorsque on a une insuffisance cardiaque droite, donc une incapacité du cœur, et plutôt du cœur droit, à éjecter un sang suffisant pour faire fonctionner l'organisme, ce qui va se passer, c'est une augmentation brutale des pressions du côté droit. Et donc là, les causes principales de l'insuffisance cardiaque droite, de la défaillance du cœur droit, c'est l'embolie pulmonaire, c'est les épanchements pleuraux compressifs qui vont appuyer sur le cœur et qui vont générer une incapacité du ventricule droit à éjecter le sang dans les poumons. De façon décompensée, on a le côté gauche. Lorsque le cœur gauche est défaillant, et ceci de façon brutale, on va une augmentation brutale des pressions, et ça va se retentir sur le compartiment en amont du cœur gauche, qui est le poumon, dans la circulation sanguine. Et donc l'œdème aigu du poumon, qui est le sujet du jour, se définit par une accumulation de protéines et de liquide dans les espaces extravasculaires, donc dans le tissu pulmonaire, qui est en lien direct avec une augmentation de la pression dans les vaisseaux, du fait d'une augmentation des pressions au niveau cardiaque. Donc c'est illustré par ce petit schéma, avec le sang rouge riche en oxygène et le sang bleu pauvre en oxygène. Du côté du sang rouge, il faut s'imaginer un ventricule gauche qui a du mal à suivre, qui a du mal à se contracter, qui va faire que les pressions vont s'accumuler, les vaisseaux vont se dilater, et au niveau des capillaires, ils vont tellement se dilater que le sang va passer à travers et va inonder le tissu pulmonaire. Donc c'est ça l'œdème aigu du poumon. Attention, au niveau du diagnostic différentiel, il ne faut pas confondre l'œdème aigu du poumon cardiogénique avec un œdème aigu du poumon lésionnel. Les causes sont le plus souvent des atteintes pulmonaires, avec par exemple des pathologies infectieuses, des pathologies inflammatoires, ou encore exogènes avec de la noyade ou de l'inhalation de fumée. L'œdème aigu du poumon lésionnel et non cardiogénique correspond à une accumulation de protéines et de liquides dans les espaces extravasculaires pulmonaires
qui est lié à l'atteinte de la paroi anatomique. C'est-à-dire que ce n'est pas un problème de pression qui va faire qu'on va avoir du liquide dans le poumon, mais c'est plus une atteinte de la paroi qui va laisser passer les protéines, le liquide, le sang dans les poumons. Et donc, ça peut être une infection qui agresse la paroi du vaisseau, ça peut être une pathologie inflammatoire qui aussi agresse la paroi des vaisseaux, et donc la noyade avec de l'eau qui peut être irritée, etc. Concernant les causes de l'OAP, donc on rappelle, c'est de l'insuffisance cardiaque, une incapacité de la pompe du côté gauche, donc, qui se traduit par une accumulation brutale des pressions et qui va entraîner un passage d'eau et de protéines dans les poumons. Et donc les causes, elles sont multiples. C'est lié soit à un défaut de contraction de la pompe, ça n'arrive pas à se contracter suffisamment, donc c'est la cause la plus fréquente. Soit c'est un défaut où le cœur a du mal à se laisser relaxer, donc c'est ce qu'on appelle les insuffisances cardiaques à fraction d'éjection préservée. Et donc là, on va voir le cœur n'arrive pas à se relaxer, donc on va quand même avoir une accumulation donc, de sang en amont et créer donc l'œdème aigu du poumon. Toutes ces dysfonctions ventriculaires sont généralement liées soit à un infarctus du myocarde, soit à une valvopathie, une arythmie, une poussée hypertensive, globalement toutes les pathologies cardiaques. Ou encore, on peut ne pas avoir de maladie du ventricule, mais tout simplement un rétrécissement mitral qui va empêcher, qui va générer une augmentation des pressions en amont et qui peut générer un œdème aigu du poumon. L'œdème aigu du poumon maintenant, donc après avoir bien défini ce que c'est, une accumulation de protéines, de liquide, en lien avec une augmentation des pressions qui elle-même est en lien avec une dysfonction du ventricule gauche, soit par le fait que celui-ci ne se contracte pas, soit parce que celui-ci n'arrive pas à bien se dilater, ou encore lié donc à une maladie de la valve mitrale qui est rétrécie. Donc ça, c'est une urgence vitale. Et donc, au niveau de la présentation clinique, c'est un diagnostic qui est facile et qui doit être rapide. Le risque principal, c'est pas l'arrêt cardiaque, parce que le muscle n'arrive plus à pomper, mais le risque principal, ce qu'il faut bien retenir dans cette présentation, c'est un risque d'asphyxie. C'est ça qui prédomine sur le tableau. Ça équivaut en fait à quelqu'un qui se noie de l'intérieur. Donc les principaux signes que l'on peut voir chez quelqu'un qui est en œdème aigu du poumon cardiogénique, c'est tout simplement la présentation classique d'un patient pâle, cyanosé, en sueur. Il existe souvent une sensation de respiration rapide, brutale, un peu superficielle. Bien sûr, une orthopnée, le patient ne peut pas rester allongé à cause de son essoufflement. Il a une sensation d'oppression thoracique, d'angoisse et de sensation de mort imminente. C'est ce que souvent rapportent les gens. Ils vous disent ils ont l'impression qu'ils vont mourir. Il y a également cette toux avec ce graillonnement, ce grésillement laryngé, et on peut même voir une expectoration saumonée, qui peut correspondre au passage des globules rouges à travers cette paroi qui se mélange au mucus, et qui est un signe aussi classique d'un œdème aigu du poumon. Globalement, au niveau maintenant des paramètres, ce qu'on va retrouver assez largement, c'est des patients qui vont être tachycardes. Pour compenser le défaut de contraction, le défaut d'éjection, l'augmentation des pressions, le cœur va essayer de se battre et va s'accélérer. Donc c'est une réponse qui est généralement normale. Bon, bien sûr, on va avoir les râles crépitants. Il suffit d'ausculter pour entendre l'eau remuer avec les respirations. Et donc bien sûr, plus c'est important, plus l'ensemble des champs pulmonaires sont pris. On débute au niveau des portions les plus déclives, puis on remonte. On va avoir souvent également une hypertension artérielle systolo-diastolique, c'est-à-dire sur les deux chiffres. Et tout ceci le plus souvent en réaction plus qu'en causalité. Lorsque le corps essaye de lutter face à un défaut de perfusion, il va essayer de rigidifier ses vaisseaux pour apporter le sang le plus rapidement possible.
ces réactions de tachycardie, d'hypertension artérielle, sont des phénomènes compensatoires salvateurs en aigu, mais s'ils persistent, peuvent être problématiques. Et on le verra dans le contexte de la prise en charge thérapeutique. Et donc, ce qui va nous amener à être d'autant plus vigilants, c'est ces signes de gravité, qui correspondent au final à l'épuisement de ces signes de ces mécanismes de lutte, avec notamment l'abradypnée, c'est-à-dire que le patient n'arrive plus à lutter, à respirer rapidement pour essayer de s'oxygéner, donc il va diminuer sa fréquence respiratoire, donc ça, c'est un signe de gravité. La chute de la tension également, c'est un signe de perte d'adaptation tensionnelle, et bien sûr les troubles de la vigilance. Dans le diagnostic, ce qui est aussi important à dire, c'est que un OAP, qu'une crise d'asthme chez le sujet âgé, c'est extrêmement rare. Une personne âgée qui siffle, pour vous, c'est un OAP jusqu'à preuve du contraire. La présentation clinique peut ressembler, mais sauf que chez les sujets âgés, on ne peut pas avoir d'OAP. Donc ça, c'est un message clair. Toute personne âgée qui se présente pâle, en sueur, tachycarde, qui respire, qui graillonne, c'est, jusqu'à preuve du contraire, un œdème aigu du poumon. Donc une fois que vous avez identifié que votre patient est en détresse respiratoire, présente une situation clinique d'œdème aigu du poumon, il faut agir, comme on l'a dit, vite, du fait du risque d'asphyxie. Donc là, il y a 4 examens qui sont primordiaux, surtout 3, et le 4e est moins en moins fait, mais reste, à mon sens, toujours pertinent pour être complet. Donc bien sûr, l'électrocardiogramme, ça doit être un réflexe. L'électrocardiogramme est indispensable pour l'enquête étiologique. Trouver un infarctus, trouver une arythmie, trouver la cause de ce qui pourrait être de l'œdème aigu du poumon. Et bien sûr, qui dit cause, dit traitement ciblé et permet de faire améliorer la situation plus rapidement. Donc le CG, c'est primordial, c'est un réflexe. Ensuite, la gazométrie. La gazométrie, c'est un examen primordial également là-dedans, parce que ça permet de voir vraiment comment est oxygéné le sang et le taux de CO2 dans le sang. Tout ça, c'est directement corrélé à la gravité du tableau clinique, et ça permet également de monitorer la thérapeutique ventilatoire, dont on va voir les détails après. Ensuite, il y a l'échographie cardiaque, bien sûr, qui participe à l'enquête étiologique au même titre que l'ECG, qui permet d'évaluer la gravité également de la défaillance cardiaque, et qui permet aussi de suivre quasiment en temps réel l'évolution de la situation. Et enfin, donc, on a la radio thoracique, qui n'est pas la priorité immédiate, mais qui est importante pour ne pas méconnaître un diagnostic différentiel ou une atteinte pulmonaire surajoutée qui pourrait gêner la prise en charge. Donc ça, c'est concernant les examens complémentaires. Ensuite, comment on prend en charge cet œdème aigu du poumon? Donc tout d'abord, il faut savoir que c'est donc une urgence, et donc sa gestion doit se faire le plus vite possible et dans un lieu dédié, avec une équipe spécialisée, habituée, et un plateau technique permettant de répondre à la gravité de la situation. Donc c'est les soins intensifs de cardiologie ou la réanimation. Le but, comme je vous l'ai dit en introduction et dans la séquence diagnostique, signe clinique, c'est d'éviter l'arrêt cardio-respiratoire sur hypoxémie et ou hypercapnie. Donc globalement en lien avec l'asphyxie. Donc, la conduite à tenir quand vous recevez quelqu'un qui est en OAP, bien sûr, le premier réflexe, c'est de mettre le patient assis. Mettre le patient assis va permettre facilement de diminuer le retour du sang veineux et donc de diminuer l'augmentation des pressions inéluctables chez le patient qui a une défaillance cardiaque. Et ça permet également de libérer les voies aériennes. Donc, tout patient qui est en détresse respiratoire suspect d'OAP, il faut le mettre demi-assis ou assis. Bien sûr, il faut le scoper, il faut qu'on ait tous les paramètres en temps réel, parce que la situation peut évoluer très vite. Donc, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, la saturation. Bien sûr, une voie veineuse périphérique, car les thérapeutiques doivent être urgentes et
les perfusions intraveineuses sont indispensables, et un sondage urinaire si possible pour monitorer la thérapeutique, c'est-à-dire évaluer la réponse du patient au diurétique et permettre de suivre le patient par la suite. Au niveau des traitements, donc, celui-ci va reposer sur deux versants. À la fois corriger les troubles d'oxygénation, les troubles liés à l'asphyxie, donc l'hypoxémie et l'hypercapnie. Donc tout ça, on utilise l'oxygène à haut débit. Donc quelqu'un qui est en OAP, il faut préparer un masque pour pouvoir au minimum délivrer de l'oxygène de façon conséquente, abondante. Le plus souvent, on aide le patient avec ce qu'on appelle de la VNI. Donc la VNI, c'est un masque dans lequel on génère de la pression qui va permettre, en plus de ça, de pousser en quelque sorte l'air à travers des alvéoles qui sont un peu collabées en lien avec l'accumulation d'eau qu'il y a à l'intérieur. Et donc ça favorise le passage de l'oxygène à travers les membranes et surtout ça favorise l'élimination du CO2 du fait qu'on propose plus de surface d'échange. L'intubation maintenant est rare, mais celle-ci est parfois nécessaire sur des situations dépassées où le patient n'arrive plus à respirer, notamment lorsqu'il est en bradypnée, notamment lorsqu'il a des troubles de vigilance. L'autre versant, c'est de diminuer absolument la pression hydrostatique. Donc pour diminuer la pression hydrostatique, on l'a vu déjà, le premier réflexe simple et très rapide, c'est de mettre le patient en position assise ou demi-assise. Ensuite, cela repose bien sûr sur la diminution de volume circulant par les diurétiques de l'anse. Donc c'est la perfusion de diurétiques qui va faire uriner le patient et diminuer bien sûr le retour veineux au niveau du cœur. On va voir aussi des vasodilatateurs veineux, et donc ça, ce sont les dérivés nitrés. C'est le Risordan qu'on va délivrer de façon rapide pour diminuer rapidement la pression veineuse et donc le retour veineux. On va voir également l'augmentation du débit cardiaque. Les vasodilatateurs veineux vont générer une augmentation de la fréquence cardiaque et vont générer une augmentation de la perfusion. Bien sûr, si le corps et le cœur sont dépassés, il va falloir utiliser, dans de rares cas, des molécules qui vont augmenter la contraction cardiaque. Donc la dobutamine. Et ça, c'est lorsque les mécanismes d'adaptation sont dépassés, lorsque le cœur est en défaillance, n'arrive plus à suivre. Et donc là, on va doper le cœur en utilisant de la dobutamine.